explorer les différents effets de la pandémie sur différentes communautés dans une série de rapports que nous avons intitulés Vers une nouvelle normalité. Une autre chose qui a été soulignée par le déploiement de la pandémie, ce sont les effets de la pandémie sur les organisations féministes et de justice de genre. C'est la question des modèles de financement. J'en parlerai davantage dans un moment. Et la dévalorisation systémique des secteurs qui sont considérés féminisés, y compris le secteur de la justice de genre. Euh, à cause de la dévalorisation systémique du secteur, il y avait déjà un déficit, une vulnérabilité dans le secteur qui avait été créé par le système. Donc, et en même temps, le secteur a dû faire face à une augmentation marquée de la violence genrée, de la discrimination systémique. Il y a certains organismes qui ont connu une augmentation de 200 des appels à l'aide et d'autres ont au contraire fait l'expérience d'un silence terrible parce qu'en raison de la distanciation sociale, les gens ne pouvaient pas faire appel à leurs services. Donc, les organismes ont dû s'adapter à ces nouvelles réalités. D'autres organismes ont fait face, par exemple, à l'augmentation de personnes cherchant des places en refuge, en hébergement d'urgence et ont dû les refuser. D'autres personnes ne se sont pas présentées en hébergement parce qu'elles avaient peur. Nous savons également que la pandémie de COVID-19 a été utilisée comme un autre moyen de contrôler les partenaires, donc les personnes aux prises avec des conjointes violents. Donc, il y a des partenaires qui ont limité l'accès aux services de santé et aux services de base. Donc, ce sont tous des facteurs qui expliquent que nous avons vu, d'une part, une augmentation de la violence fondée sur le genre, une détérioration de l'accès au logement sécuritaire et la pandémie a rendu très clair la situation du secteur des femmes, qui est un secteur essentiel, surtout en temps de crise, en raison, en bonne partie, de la capacité qu'ont les organismes de joindre les personnes qui sont coupées, isolées des services. Ce sont des organismes qui offrent des services personnalisés, adaptés, très précis, dont ces communautés ont fortement besoin. Donc, avec cette série de rapports, les rapports vers une nouvelle normalité, et nous avons un rapport sur un secteur des femmes et de la justice de genre en santé. Et nous avons constaté que les femmes vivent des degrés très élevés de stress, euh, que les organismes vivent toutes sortes de difficultés organisationnelles, donc sur le plan des bénévolats, du personnel, des employés qui doivent partager leur travail entre le travail, la maison, les besoins familiaux, les besoins en matière de santé, les enfants qui faisaient l'école à la maison après la fermeture des écoles, des besoins accrus en matière de garde d'enfants, de prise de soins des aînés. Nous savons que le fardeau reposait essentiellement sur les épaules des femmes, mmh, tout en sachant que le travail des organismes était moins valorisé et avait besoin de moins de financement que d'autres secteurs. C'est la perception. Donc, les conditions de travail, les échelles salariales, les inégalités en matière de salaire et le sous-financement des organismes a placé les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice de genre et des femmes dans une situation marquée par la pression et tout ceci vient évidemment d'une vision patriarcale de ce qu'est le travail de soins, de prestation de soins. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient déjà réfléchi à cette question, mais bon, je vais faire une certaine mise en contexte. Donc, c'est la première partie, la dimension sociétale. Ensuite, nous avons un modèle de financement qui est imprévisible, qui demande beaucoup de temps
où le fardeau de prouver l'efficacité des services, de prouver que l'argent est dépensé de façon appropriée, les mesures de responsabilité, de reddition de comptes sont très lourdes. Il y a différentes sources de financement, donc plusieurs mécanismes de rapportage. Tous ces facteurs placent les organismes qui sont déjà dans une situation difficile, forcent les organismes à offrir davantage d'activités, davantage de services de première ligne, sans avoir nécessairement les ressources administratives dont elles ont besoin. Je serais ravie de mettre un lien dans un article, de mettre le lien dans la boîte de check vers un article qui explique que 30 du budget d'un organisme devrait être consacré à l'administration et au soutien administratif à l'extérieur des programmes directs. Je pense que c'est une statistique très intéressante étant donné ce que nous connaissons du secteur. Et c'est une façon de contester l'idée qu'il faut prouver que 70 de nos ressources vont directement dans des programmes. Et on s'attend souvent à ce que ce chiffre soit en fait 80-85 des ressources qui soient dirigées vers les programmes directs, alors qu'il y a de grands besoins en matière d'administration. Donc, je voulais souligner cette cette réalité. Donc, avec les inégalités, la démoralisation du secteur et la réalité de la pandémie, évidemment, pendant la pandémie, il y a eu du financement d'urgence qui a été octroyé. Options, and that is something that we need to consider going Le forward. financement était disponible de façon très accessible, avec peu d'obstacles. Il faut continuer à penser en ces termes pour les années à venir. Avec la pandémie, encore une fois, il y avait une augmentation de l'isolement. Les services devaient être modifiés. Certaines régions vivaient dans des endroits où il y avait peu d'accès à la technologie, à la connexion Internet. Donc, les services qui se sont mis à être offerts en ligne n'étaient pas nécessairement accessibles à tout le monde. Donc, on a constaté un écart entre les organisations qui pouvaient offrir des services en ligne et les organisations qui ne pouvaient pas le faire en raison de la région, des services Internet disponibles dans la région. Sans parler de l'augmentation du traumatisme chez les employés elles-mêmes. Les types de traumatismes vécus par les femmes et les personnes issues de la diversité des genres, lorsqu'elles vivent des problèmes de violence genrée, étaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus graves, beaucoup plus continus, donc de traumatismes plus importants en raison de la pandémie. Donc, de façon globale, des besoins accrus. Dans ce contexte, le rapport que nous avons créé souligne la façon dont le secteur a vécu un choc tout en vivant une augmentation marquée de la violence genrée. Donc, dans la foulée de la pandémie qui est toujours en cours, nous constatons que nous avons besoin d'installer des mécanismes qui vont nous permettre d'accuser les chocs. Nous devons nous donner les outils nécessaires pour faire face aux augmentations marquées de violence genrée. Nous avons besoin d'avoir accès à la technologie, aux ressources technologiques pour pouvoir nous adapter aux changements, pour répondre aux besoins changeants des différentes communautés. Et nous devons être en mesure d'être en mesure d'être dans une situation où la réalité de base n'est pas une réalité de crise, la réalité de départ. Donc, nous voulons nous assurer, ce que nous demandons, c'est que les secteurs dans lesquels nous travaillons soient en temps normal dans une situation de prospérité, de fluidité pour que dans un contexte de crise, le secteur continue à offrir des services. Donc, ça veut dire de répondre, de combler les lacunes, faire du travail de plaidoyer et se pencher sur le financement qui est offert au secteur.
Les organismes doivent être fondés en fonction des valeurs et de la mission. Ce sont deux aspects très importants du financement, plutôt que d'avoir du financement par projet. Donc, nous avons mené des recherches au fil du temps. Nous continuons à coordonner des recherches. Vous pouvez consulter les rapports en question sur notre site Web. Par exemple, il y a un rapport sur ce qui s'est passé dans les hébergements d'urgence, sur les centres de soutien aux survivants d'agressions sexuelles, prévention, de travail de prévention et d'intervention en matière de violence genrée. Et Robin va nous parler en détail des effets de la pandémie sur les centres de victimes d'agressions sexuelles et sur les hébergements. On aimerait également se pencher sur de quoi aurait l'air un secteur en santé, un secteur prospère de ce dont nous avons besoin pour atteindre cette vision, et Karen va nous en parler. Avant de passer la parole à d'autres personnes, je veux d'abord dire que plusieurs d'entre nous connaissons bien les lacunes qui existent dans le secteur des femmes et de la justice de genre. Et ça conduit à des modèles de financement qui sont compétitifs, qui créent de la tension, des incohérences, de la prise de décision qui est orientée vers la concurrence. Donc, nous aimerions aborder cette question, en plus d'un manque d'autonomie, parce qu'en tant qu'organisme financé par des entreprises ou par des gouvernements, on nous demande souvent de changer notre centre d'intérêt ou faire des demandes pour certains projets en particulier plutôt que de nous centrer sur la mission. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Ce sont certains des problèmes systémiques que nous voulons résoudre. Nous pouvons le faire en commençant par articuler une vision d'un secteur prospère, d'un secteur en santé. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions pour l'instant, avant que je passe la parole à ma collègue. Thank you, Anu. We'll come back to questions. Merci à nous. Nous allons revenir aux questions à la fin de la séance plénière. Merci d'avoir fait la mise en contexte de façon très claire. Nous allons maintenant écouter Robin Hugendam, qui est coordonnatrice de la recherche à Hébergement Femmes Canada. Elle va nous parler des effets de la pandémie sur le secteur des centres d'hébergement d'urgence pour femmes. Je vais partager mon écran d'abord. Bonjour tout le monde. Je veux remercier la Fondation canadienne des femmes de m'avoir invité à cette conversation très importante. Je suis ravie de parler du travail de Hébergement Femmes Canada. Comme on en a parlé un peu plus tôt, je vais parler spécifiquement du domaine du refuge, hébergement et centre de transition pour femmes, mais je pense qu'il y a des réflexions qui sont applicables au secteur de façon générale. Je veux d'abord reconnaître le fait que le territoire sur lequel je me trouve en ce moment est territoire traditionnel des Algonquins-Nishnabés. Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre sur ce merveilleux territoire. Je vais parler d'une étude qui s'appelle l'étude sur l'exode des cerveaux féministes. C'est une étude qui a été lancée après avoir entendu nos membres dire qu'ils sont aux prises avec plusieurs enjeux de ressources humaines. Donc, on veut comprendre la profondeur de l'exode des cerveaux et comprendre les facteurs, les enjeux qui contribuent à la crise. C'est facile d'être prise par les défis qui nous entourent. Donc, c'est important également de cerner des solutions, des soutiens pour les organismes et développer un plan d'action pour confronter les défis du secteur en matière de main-d'œuvre. Donc, pour mener cette recherche, nous avons employé une approche mixte, combinée. Donc, nous avions un sondage national en partenariat avec le Centre de recherche sur la victimologie au Collège Algonquin. Nous avons le Collège a offert un sondage plus vaste à l'intention des survivantes. Nous avions 313 répondantes dans le cadre de ce sondage.
Nous avons également organisé une série de groupes de discussion. Donc, nous avons eu 6 rencontres de groupes de discussion avec des employés de première ligne, des employés de la gestion, avec d'anciens employés des maisons d'hébergement et avec des représentants des associations provinciales et territoriales. Donc, pour un total de 45 participantes. Dans quelques semaines, nous tiendrons un symposium national avec des représentantes des maisons d'hébergement de partout au pays. Nous espérons développer après ce symposium notre plan national pour répondre aux enjeux du secteur. Je vais vous donner un aperçu très bref de certains des défis qui émergent dans le cadre de l'étude. Le sondage des groupes de discussion insiste sur l'ampleur de l'épuisement et du roulement du personnel. Donc, les taux de roulement sont très élevés. Lorsque nous demandons aux participants du sondage des questions, les gens demandent de réagir à l'énoncé, je pense souvent quitter mon emploi. 28 sont fortement en accord, 10 sont fortement en accord, 40 se sentent souvent ou très souvent épuisés par leur travail d'aidante. Donc, ces facteurs contribuent potentiellement au roulement du personnel. Nous avons également entendu des participants du groupe de discussion, donc en première ligne et de la gestion. Nous avons entendu les personnes parler de ces défis. Nous savons que le roulement du personnel contribue au manque de personnel dans le secteur et puis, conséquemment, davantage de travail retombe sur les épaules des employés qui restent. Malheureusement, notre secteur et le secteur de la justice de genre, de façon générale, ne peut pas faire concurrence avec d'autres employeurs. Dans nos cas, ce sont souvent des établissements de santé, des hôpitaux, des établissements gouvernementaux. On le voit surtout, les différences autour des avantages sociaux et des salaires. Donc, des employés quittent pour occuper des emplois dans de meilleures conditions. Donc, du travail qui est éventuellement moins stressant et mieux rémunéré. À plusieurs reprises, nous avons entendu dire que les maisons d'hébergement sont considérées comme étant des centres de formation. Les gens quittent une fois qu'elles obtiennent les qualifications pour occuper d'autres emplois. Par rapport à cette question, ce n'est pas un nouvel enjeu, ce n'est pas causé par la COVID. Nous avons vu que les effets de la COVID ont exacerbé les problématiques dans notre secteur. On voit ici une augmentation de la charge de travail, des niveaux de stress accrus et une diminution de la santé mentale, une détérioration de la santé mentale en raison de la COVID. Les centres d'hébergement ont constaté une augmentation de la complexité des cas de personnes se présentant dans les centres d'hébergement de la violence beaucoup plus grave. Et tout ceci combiné avec le fait que les employés vivaient elles-mêmes des enjeux par rapport à la COVID. Donc, tous ces facteurs ont contribué à l'épuisement professionnel et au roulement du personnel. Un domaine dont on parle très peu, et ça faisait partie de notre sondage, c'était abordé dans le sondage, c'est la violence et l'abus, le harcèlement vécu par les travailleuses dans les maisons d'hébergement, de la part d'autres membres du personnel de la gestion, mais également de la part des clientes. On a spécifiquement parlé de microagressions et on peut voir ici qu'un grand nombre de répondantes au sondage affirment faire l'expérience de microagressions ou être témoin de microagressions. 50 des répondantes affirment avoir vécu des microagressions en fonction de la race et 25 à 30 ont fait l'expérience de microagressions par rapport à d'autres facteurs, sur d'autres bases. Dans les groupes de discussion, on a entendu parler de la violence qui est vécue aux mains d'autres membres du personnel et des clientes dans les maisons d'hébergement. Lorsque le harcèlement est vécu de la part d'autres membres du personnel et de la gestion, on parle d'environnement de travail toxique, mais plusieurs personnes expliquent également qu'il y a des protocoles en place pour faire face à ces enjeux. Parfois, ils ne fonctionnent pas aussi bien, aussi rapidement que les employés voudraient, mais des systèmes sont en place. En comparaison, les discussions au sujet du harcèlement et de l'abus vécus aux mains des clientes sont beaucoup plus difficiles. Ce sont des populations très vulnérables. Et il y a donc beaucoup moins de discussions autour de cet enjeu et de capacité de faire face à ces situations.
Nous avons cerné 5 thèmes clés qui émergent des groupes de discussion qui sont soutenus par les données du sondage. Encore une fois, je serai assez brève, mais lorsque ces thèmes existent dans un bureau, ils contribuent à un milieu de travail sain et une capacité de lutter contre l'épuisement du personnel et le roulement du personnel. Quand ces facteurs ne sont pas présents, il y a davantage d'employés qui quittent ou qui font face à un niveau élevé de stress au travail. Je vais également parler un peu de la façon dont les organismes cherchent à cultiver ces facteurs dans leur structure. Le premier facteur, c'est l'appréciation, le soutien, la connexion. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises, la valeur de se sentir apprécié, d'avoir des collègues, des gestionnaires qui se soucient du bien-être, qui font des vérifications individuelles et collectives. Par exemple, des petites vérifications informelles, régulières, des moments sociaux. Ça contribue à un milieu de travail sain. Ensuite, une bonne communication et une bonne gestion, une bonne direction. Je crois que ce n'est pas surprenant, mais des messages clairs, des communications régulières sont appréciés par les employés, particulièrement pendant la pandémie. D'avoir une direction claire, une bonne communication a vraiment permis aux employés d'avoir de la confiance envers le leadership et la direction de l'organisme. Les participantes du groupe de discussion ont parlé du désir d'autonomie et d'indépendance, du désir qu'on leur fasse confiance, désir de faire partie de la prise de décision. Elle ne veut pas se sentir micro-gérée. Ça va, sans le dire, on a entendu parler du rôle de la compensation, du développement professionnel, des avantages sociaux, de la rémunération. Les organismes parlent de la capacité d'ajouter des avantages sociaux, de meilleurs salaires, mais de nombreux organismes affirment ne pas être en mesure de poser ces gestes. Plusieurs organismes cherchent à offrir davantage de journées de congé, de journées de maladie et même des journées de bien-être. Donc, d'ajouter des journées au forfait d'avantages sociaux des employés. Plusieurs organismes cherchent à offrir davantage de formation. Nous savons que cet enjeu est vraiment ancré dans des défis relatifs au financement et nous croyons que ce sera quelque chose qui sera vraiment souligné dans le cadre du symposium et on pourra penser à des actions pour faire suite à ces discussions après le symposium. Ensuite, la question de prendre soin de soi, des auto-soins. C'est le lieu le plus fréquent où les organismes cherchent à avoir un effet positif dans la vie des employés. On a entendu, par exemple, de la mise sur pied de comités pour le bien-être des employés où des collègues ou des employeurs offrent des espaces physiques et mentaux où les employés peuvent prendre des pauses pendant la journée, surtout quand les employés sont aux prises avec des cas difficiles. Il y a également un organisme qui parle de mettre en place des journées pour le bien-être, des lundis de bien-être où les employés ont leur matinée libre au lieu d'avoir des rendez-vous avec des clientes, elles peuvent prendre soin de leur propre santé. De nombreux organismes travaillent très fort à aider les employés à remplir leurs tâches, à se ressourcer pour être en mesure de soutenir la clientèle. Dernier élément, l'équilibre entre la charge de travail et la vie, l'équilibre et la flexibilité. La charge de travail dans notre secteur est énorme, elle est de plus en plus complexe. Les organismes font face à une augmentation des problématiques de dépendance et de problèmes de santé mentale, une augmentation générale des problématiques pendant la pandémie. Donc, pour contrer cette réalité, les organismes posent de petits gestes et les organismes s'assurent que les employés peuvent prendre du temps pour des rendez-vous médicaux, des activités des enfants, une flexibilité pour ajuster les quarts de travail et les horaires pour que les personnes puissent voir à leurs besoins personnels. Et nous savons qu'il y a des défis lorsqu'on travaille avec du travail qui n'est pas flexible, on veut être là pour les clientes, mais la flexibilité est un élément qui pourrait vraiment contribuer à bâtir un milieu de travail en santé qui permet aux employés de revenir tous les jours.
Étant donné tous les défis, je j'aimerais vous parler de ce que nous avons entendu au sujet de la résilience indirecte, vicariante. La résilience indirecte, c'est le contraire du trauma indirect. C'est l'impact positif d'une exposition répétée aux stratégies d'adaptation positive, de résolution de problèmes et au courage de la clientèle avec qui nous interagissons tous les jours, qui renforce la capacité de la personne aidante à faire face à l'adversité. Donc, on avait une échelle de 20 points et j'ai ici des exemples de comment le travail qu'accomplissent les employés a des effets positifs sur leur vie personnelle. On voit ici que les gens ressentent davantage de compassion pour les autres. Elles ont une meilleure capacité d'être présentes, d'être attentives lorsqu'elles entendent parler de traumatisme. Elles sont plus débrouillardes et elles sont plus conscientes de leur pouvoir, de leurs privilèges au travail, mais également dans leur vie quotidienne. Et nous n'avons pas plongé en profondeur dans ces données. Ce sont vraiment des données préliminaires, mais nous avons très hâte de nous pencher sur cet aspect des données et de vous en parler. Donc, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. C'est une très petite portion des données que nous avons recueillies, des apprentissages que nous sommes en train de faire. Je vous invite à communiquer avec moi si vous voulez en savoir davantage et j'ai très hâte d'entendre vos questions. Merci. Thank you, Robin, for sharing those findings, which provide really Merci, helpful Robin. Merci d'avoir parlé de context ces for conclusions qui nous donnent une très bonne idée de ce que vivent les personnes dans le secteur depuis le début de la pandémie. Avant de passer aux questions, nous allons nous tourner vers Karen Campbell, qui est directrice d'initiative communautaire et de la politique à la Fondation canadienne des femmes. Elle va parler du document de travail que vous avez reçu avant l'événement et que nous avons élaboré pour avoir une conversation au sujet de ce dont aurait l'air un secteur des femmes de la justice des genres prospère. Merci beaucoup, Hélène. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à nous, merci Robin d'avoir dressé la table. Je m'appelle Karen Campbell. Je suis avec vous depuis London, en Ontario, un territoire traditionnel Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenape et Adewanda. Je suis reconnaissante d'avoir le privilège de vivre et de travailler sur cette terre. Aujourd'hui, je vais vous parler du document sur un secteur prospère que nous vous avons envoyé avant la séance d'aujourd'hui. C'est correct si vous n'avez pas eu la chance de lire. Je vais le regarder en détail avec vous pendant ma présentation aujourd'hui. J'aimerais reconnaître la contribution de deux personnes avant de commencer. D'abord, c'est Mendian Bangu, qui est chercheuse qui a préparé ce rapport pour nous, et Anne Decter, qui a vraiment mené ce projet au nom de la Fondation. Et malheureusement, elle ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui. Elle a participé à la préparation de cette présentation, donc je voulais les mentionner toutes les deux avant de commencer. Donc, nous avons lancé ce rapport dans le but de d'écrire une vision d'un secteur des femmes et de la justice des genres prospère et explorer des façons de réaliser cette vision. Nous avons eu plusieurs conversations au sujet de ce qui manque dans le document, de ce que nous devons encore faire pour soutenir le secteur, ce qui ne fonctionne pas bien dans le secteur des femmes et de la justice en matière de genre. Mais avec ce rapport, on voulait vraiment changer la conversation et parler de ce que nous pouvons faire pour atteindre un secteur prospère dans l'intention d'avoir un dialogue plus large. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Dans cette discussion, lorsque nous utilisons les termes femmes et justice en matière de genre, on parle du secteur des organismes qui sont des grandes organisations multiservices, des centres d'hébergement pour femmes, des centres de soutien aux victimes d'agressions sexuelles, aux agences d'établissement, de groupes qui font du plaidoyer, aux groupes de recherche et le groupe de base qui travaillent sur l'éducation, l'engagement communautaire. Donc, vraiment une grande diversité d'organismes. C'est ce que nous avons en tête.
Tandis que le secteur en tant que tel a été développé en réaction aux inégalités et à l'injustice, le secteur n'est pas à l'abri des enjeux d'équité et aux obstacles systémiques. Donc, nous contribuons toutes et tous directement à faire progresser la justice de genre. Nous devons continuer à faire le travail interne et nous assurer de bien le faire. Comme nous le savons toutes, les femmes dans le secteur de la justice des genres jouent un rôle critique pour soutenir les communautés. Anu et Robin ont déjà dit à quel point ce soutien était urgent dans le cadre de la pandémie. Par rapport à notre approche de ce document, nous avons recueilli des informations avec des revues de la littérature détaillée, des entrevues et un sondage avec différents intervenants du secteur des femmes et de la justice des genres partout au Canada. Nous avons donc parlé des gens qui travaillent dans le domaine de l'élaboration de politique, en recherche, des personnes qui gèrent des organismes, des gens qui offrent des services de première ligne sur le terrain également. La recherche décrit cette vision d'un secteur en santé qui est responsable de communautés en santé, dynamique et qui peut soutenir la création d'un pays en santé. Et la voie pour renforcer le secteur à 4 domaines. Donc, je vais les nommer, je vais les décrire. Donc, les 4 domaines, d'abord, c'est la diversité dynamique du secteur. Numéro 2, c'est le travail décent au sein du secteur. Robin vient d'en parler. Un financement suffisant et durable et l'autonomie organisationnelle. Comme l'a dit une partie prenante, une participante à la recherche, un secteur prospère sur un endroit où les femmes peuvent être entendues, où elles peuvent se sentir en sécurité, où elles peuvent explorer les possibilités, rêver d'occasions pour ce qu'elles veulent de leur vie, obtenir un soutien pour atteindre ces objectifs pour elles-mêmes. Nous pensons que c'est une façon très puissante de décrire et de résumer ce dont aurait l'air un secteur prospère. Pour parler de la diversité dynamique du secteur, dans notre rapport, on dit qu'il est important de soutenir toute la gamme de services, d'initiatives, de groupes qui œuvrent au sein du secteur, en ainsi que la diversité de population desservie par le secteur et investie dans le secteur. Donc, une gamme complète d'organismes, d'organisations qui sont accueillis et respectés dans le secteur. Les travail de défense de droit, de plaidoyer et les services vont de pair. Donc, le travail de plaidoyer, de recherche, d'élaboration de politique est aussi apprécié que les services offerts dans les refuges, organismes multiservices et les petites organisations communautaires locales. Dans un de nos sous-groupes cet après-midi, un des groupes avec Jane Clayman se penchera sur la valorisation du travail de la défense de droit et d'élaboration de politique. La différence entre les diverses intervenantes devrait être atténuée, acceptée. Les besoins intersectionnels et complexes des femmes et des personnes de la diversité des genres seraient traités de manière appropriée. Donc, une répondante affirme que dans un secteur prospère, il y aurait une pluralité de groupes avec des mandats différents au service de différentes femmes, y compris des communautés ethniques et culturelles, des travailleuses à faible revenu, marginalisées, des groupes de personnes âgées. Donc, toutes ces personnes seraient accommodées. Nous aurons un autre sous-groupe cet après-midi où nous parlerons de diversité et de leadership. Donc, nous allons approfondir cette question qui est abordée dans le rapport. Notre type de diversité, la diversité géographique, serait également accueillie dans un secteur prospère. Les services de soutien atteindraient toutes les populations de façon équitable. Donc ici, on parle principalement d'organisations en milieu rural, éloigné, nordique. Dans un secteur en santé prospère, ces communautés seraient soutenues et pourraient accéder aux ressources et aux infrastructures dont elles ont besoin. Elles seraient financées en fonction d'un modèle d'équité plutôt qu'un modèle de financement par personne. Nous savons que les milieux sont plus petits, en milieu rural, éloigné, les communautés sont plus dispersées en milieu nordique. Sharon du Centre Dragonfly va en parler dans la troisième séance en sous-groupe, dans le troisième groupe tout à l'heure. Donc ça, c'était la première caractéristique, donc parler de la diversité dynamique du secteur. Le deuxième élément,
c'est la question du travail décent. Le travail décent exige de s'assurer que la main-d'œuvre soit adéquatement rémunérée et bien soutenue. Donc, dans un secteur prospère en santé, les travailleuses seraient équitablement rémunérées dans des emplois décents, auraient des emplois permanents, à temps plein, avec des avantages sociaux, y compris des plans de retraite. Elles auraient des ressources en matière de bien-être, de santé mentale, des ressources qui tiennent compte du traumatisme indirect et de l'épuisement professionnel. L'autre élément important dans le cadre du travail décent, c'est que peu importe le modèle de financement qu'on a, nous devons inclure la compensation des personnes pour le travail émotionnel qu'elles font et le travail qui est actuellement non rémunéré. Il faut reconnaître une grande part du travail non rémunéré dans le secteur est accompli par des personnes racisées et marginalisées qui représentent les populations qui sont desservies. C'est l'un des secteurs les plus racisés, et ça doit être reconnu. Une intervenante a affirmé: tous les modèles de financement doivent vraiment prêter attention à la façon dont nous payons les travailleuses qui font ce travail. Ce sont généralement des femmes immigrantes racisées qui appartiennent aux communautés qu'elles servent. Troisièmement, la question toujours omniprésente du financement, un financement suffisant et durable qui serait flexible, axé sur la satisfaction des besoins de la communauté. Donc, dans un secteur prospère en santé, tous les types d'organisations auraient un financement adéquat, coordonné, fourni par plusieurs niveaux du gouvernement, plusieurs paliers. Ce serait du financement qui agirait comme soutien général à la mission, donc un financement opérationnel stable, peut-être quelque chose qui ressemble au financement pluriannuel de renforcement de capacités offert par le ministère Femmes et Égalité des genres récemment. Le processus de financement en tant que tel serait équitable, accessible, durable et les possibilités de financement seraient centrées sur les besoins des organismes et des groupes, des communautés qu'ils servent. Par exemple, quand vous recevez une demande, un appel à des demandes de financement du gouvernement ou d'autres bailleurs de fonds, la demande serait centrée sur la satisfaction des besoins plutôt que sans demander aux organismes de créer de nouveaux programmes pour répondre aux mandats des bailleurs de fonds. Une répondante affirme, une partie prenante dit, il faut commencer, il faut financer un financement de base, c'est nécessaire. Et la dernière caractéristique d'un secteur prospère en santé qui est abordée dans notre document, c'est l'autonomie organisationnelle. L'autonomie organisationnelle est essentielle pour développer un secteur collaboratif coordonné durable. Dans un secteur sain, prospère, en développement, les organisations auraient de l'autonomie sur leur financement, leur programme, sur leur financement, leur programme, les populations que les organismes servent et la façon dont ils le font. Une autre intervenante affirme: le financement doit être flexible, il doit être dépensé selon les besoins. Les personnes qui connaissent le mieux les communautés sont les organismes qui les desservent. Dans un secteur en santé, les capacités des organismes seraient développées, renforcées. Et elle serait bâtie en fonction de l'idée selon laquelle les inégalités entre les genres ne sont pas résolues en une seule année, en un cycle de projet. Les petits organismes auraient un soutien pour développer des plans stratégiques, seraient reconnus pour leur travail innovateur. Toutes les parties prenantes, tous les intervenants du secteur, donc les bailleurs de fonds, les organismes, les groupes communautaires, les gouvernements, travailleraient ensemble dans le cadre d'une collaboration intersectionnelle. Le réseautage pour renforcer les capacités, la durabilité, les collaborations, les partenariats seraient les bienvenus et seraient soutenus. Et évidemment, les organismes de femmes et les organismes qui travaillent pour la justice en matière de genre seraient consultés et travailleraient de façon participative. Donc, par rapport à la voie vers l'avenir, la voie vers l'épanouissement du secteur, exige que l'on s'assure que les organismes soient centrés sur leur mission, que les femmes et les personnes issues de la diversité des genres soient soutenues en fonction de leurs réels besoins. Et les progrès en matière de justice genrée doivent progresser doivent avoir lieu à un rythme rapide. La recherche suggère qu'un secteur qui travaille sur la justice de genre inclut tous les éléments que je viens de décrire, donc toutes sortes de mesures de soutien pour éliminer les obstacles structurels. C'est un secteur qui est centré sur la mission
C'est un secteur qui a besoin d'avoir les moyens d'atteindre sa mission. La Fondation va continuer à travailler sur ce document de travail après l'événement. Nous avons très hâte de voir vos contributions sous forme de questions dans la boîte de clavardage, dans les séances en sous-groupe. Je pense que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Merci. Merci, Karen, de nous avoir parlé de la recherche et de mettre le contexte pour les discussions sous-groupe. Nous manquons un peu de temps, donc je crois que nous allons prendre une question du public et puis ensuite on va partir en sous-groupe. Nous avons une question ici au sujet, quels sont les services ou les programmes qui peuvent amortir les chocs qui ont été mentionnés tout au long de la présentation? Je crois que la question a été posée tout de suite après la présentation d'Anou, donc je vais l'ouvrir aux panélistes. Est-ce qu'il y a des services ou des programmes qui peuvent amortir les chocs? Oui, je peux commencer certainement. Je pense qu'on pourrait toutes répondre d'une façon ou d'une autre à cette question. Je crois que le point de départ le plus important ici, c'est l'idée que notre secteur, que ces secteurs peut-être sont reconnus comme étant essentiels et ont besoin d'un soutien sérieux. Donc, pas à la pièce, pas par projet. Ce sont des projets qui doivent être considérés essentiels et continus. Et également, malgré le fait qu'on reconnaît qu'il y a des urgences dans le contexte de violence genrée et qu'on a besoin de financement d'urgence, les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux, les messages envoyés par les leaders dans tous ces domaines les messages étaient souvent à côté de l'idée des messages relatifs à la violence genrée et négligeaient souvent l'analyse intersectionnelle. Et je me serais attendue à entendre ce message de la part des territoires, des provinces et des gouvernements fédéraux. Tous les messages devraient inclure ces dimensions importantes. Je vais continuer. J'étais en train de prendre des notes et je réfléchissais à cette question. Pendant qu'elle nous parlait, j'ai réalisé qu'on allait dire la même chose. Je pense, bon, pour ajouter quelque chose, on entend beaucoup parler du leadership et des gens qui sont des organismes qu'elles ne se sentent pas respectées de la part des autres organismes, du gouvernement, des bailleurs de fonds et même dans les organismes avec qui on doit travailler, la police, les services de protection des enfants. Ces services ne comprennent pas ou ne reconnaissent pas notre expertise et je pense que certains des éléments dont on parle, le secteur a besoin de financement, le secteur a besoin de respect, d'appréciation. On a besoin d'avoir des relations fortes avec les bailleurs de fonds et la communication qu'il y a entre les organismes et les bailleurs de fonds doit être solide. Parce tous les éléments dont on parle sont importants et peuvent être appliqués avec les liens à la communication et à la collaboration entre les différents acteurs. J'ajouterais rapidement que les nombreuses organisations avec lesquelles on parle semblent affirmer que, par exemple, les gens qui sont impliqués dans de la gestion d'urgence
souligne le fait que la preuve est claire. Il y a une pandémie dans l'ombre de violence genrée. On en parle de plus en plus. Et c'est à ce moment-là que les gens ont été abordés. Et puis, au moment où c'est arrivé, les personnes étaient vraiment débordées. C'était difficile pour elles de contribuer aux conversations. Donc, c'était une demande un peu injuste que de leur demander de contribuer à cette conversation. Donc, cette reconnaissance, le respect, la reconnaissance du travail qui sauve des vies que font ces organismes, non seulement dans le secteur de lutte contre la violence genrée, mais dans toutes les dimensions du secteur des femmes et de la justice de genre. Euh, euh, les effets de la pandémie sont genrés sous toutes sortes d'angles et c'est important que les intervenants de ces secteurs soient autour de la table dès le début. C'est problématique. Merci encore une fois. Je veux exprimer une appréciation profonde pour vos contributions, pour tout ce que vous avez dit cet après-midi. Vous avez vraiment bien dressé la table pour les conversations qui auront lieu après cette partie de la conversation. Donc, nous allons maintenant passer à des séances en sous-groupe. Nous allons regarder différents aspects de la vision d'un secteur en santé, un secteur prospère. Vous allez devoir utiliser un autre lien pour vous joindre à la discussion sous-groupe. C'est pour des raisons d'accessibilité, parce qu'on n'a pas accès aux mesures de soutien d'interprétation, tout ça dans les sous-groupes. Donc, le premier groupe sera sur la redéfinition du leadership dans le domaine des femmes et de la justice de genre, sera animé par Najoub Zadeh de Plateforme. Le deuxième groupe se penchera sur élargir la portée du secteur à toutes les régions rurales, éloignées, nordiques. Ce sera avec le centre Dragonfly de l'Alberta. Les liens sont dans la boîte de chat. Et le dernier sous-groupe, le groupe numéro 3, se penchera sur la capacité du secteur de valoriser la prestation de services et la défense de droits. Ce sera avec une intervenante de Stella, l'amie de Mimi, et l'Alliance canadienne des travailleurs du sexe. Le lien est également dans la boîte de chat. Donc, prenez un moment pour copier le lien vers votre groupe. Copiez-le dans un autre document parce que les liens disparaîtront une fois que nous aurons fermé cette séance. Donc, assurez-vous de les copier dans un autre document. Si vous n'arrivez pas à prendre votre lien à temps, vous pouvez consulter votre courriel. Vous avez tous et toutes reçu un lien vers la séance dans laquelle vous êtes inclus. Donc, nous allons prendre quelques instants pour prendre le temps de s'étirer, de trouver votre sous-groupe. Et les conversations en sous-groupe commenceront à 2h10. Comme nous ne nous retrouverons pas en plénière, je veux clore cette partie de la rencontre en remerciant nos panélistes d'avoir partagé leurs connaissances à notre équipe d'interprétation anglais-français, ASL et langue des signes québécoise qui ont rendu l'événement accessible. Merci à Pamela Figna, Melissa Barkera-Candy, Liz Fou et mes autres collègues à la Fondation canadienne des femmes qui organisé et tout ce que vous voyez aujourd'hui des coulisses. Merci à toutes les personnes qui participent aujourd'hui. Nous avons très hâte d'entendre les conversations dans les sous-groupes dans quelques minutes. Merci.